Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous disons Oye Africa. Le sommet avec la Russie vient de s'achever et nous allons faire une vidéo spéciale pour faire le bilan. Mais entre-temps, on va également faire le bilan positif et le bilan négatif. Ça prendra 2 vidéos parce que là, il y a des choses très intéressantes à faire ou à dire qui sont les résultats de ce sommet. Mais également, entre-temps, les choses se sont passées, notamment le coup d'État au Niger. Oui, le coup d'État au Niger s'est passé et il ne va pas se passer comme, il ne va pas continuer comme les autres coups d'État. Le Niger est un cas exceptionnel pour les analystes géopolitiques comme nous et nous allons vous le dire dans cette vidéo. Et nous sommes encore en train de dire bravo au Mali. Oui, cette vidéo c'est bravo au Mali et à Assimi Goïta qui continue à prendre des décisions dans le sens de la souveraineté du peuple malien et des peuples africains. Ils sont en train de tracer le chemin. Et aujourd'hui, les 2 cabinets présidentiels se sont rencontrés. Je veux dire, les 2 présidents du Burkina Faso ainsi que du Mali se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et on va essayer vous découvrir dans cette vidéo. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous le nombre de pouces, c'est important, mettez-nous le nombre de pouces. Ça y est là, mettez-nous le nombre de pouces. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, laissez la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. Et peut-être revenir sur les précédentes vidéos pour comprendre le fil de notre analyse et de notre décryptage géopolitique. Si vous avez fait ce que je viens de dire précédemment en mettant les pouces et en vous abonnant, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons dit tout à l'heure que le sommet Afrique-Russie s'est terminé et puis le bilan est plus que positif, malgré quelques couacs, mais on va revenir là-dessus. Mais le problème le plus important qui s'est déroulé au courant de cette semaine, c'était le coup d'État au Niger. Et je vous ai expliqué que le cas du Niger ne sera pas comme les autres cas, qui sera plié. Au regard de la personne qui a fait le coup d'État, je veux dire le général de la garde présidentielle, qui est là depuis plus de 2015, donc avec l'ancien président. Donc on dit Diaoussoufou, on dit qu'il faut qu'on l'arrête, parce que lui sera l'instigateur on soupçonnerait que celui qui est l'instigateur de ce coup d'État, et que le général pourrait le ramener au pouvoir. Donc, on a demandé déjà qu'on l'arrête sur le plan. Mais je disais également que le coup d'État au Niger n'est pas comme celui du Burkina Faso ou du Mali, parce que c'était un général. Ailleurs, ce n'était pas un général. Et un général qui connaît bien la France-Afrique, qui est bien lutté dans la France-Afrique et qui a assumé plusieurs présidences. Donc, ce n'est pas un homme nouveau sur la scène politique africaine en général et du Niger en particulier, puisqu'il a déjà assuré la garde de 2 présidents successifs. Donc, et on sait que son patron effectif est l'ancien président qui a déposé le mandat, qui n'a pas été réélu, qui était arrivé en fin de mandat. Donc, Issoufou est maintenant sur les braises parce qu'on estime que c'est son poulain qui aurait fait le coup d'État dans le cas où il souhaiterait revenir au pouvoir. Nous avons également dit que le Niger, malgré qu'on dise que le Niger est le pays où on a le plus grand nombre de femmes, on a le plus grand nombre d'enfants par femme, 7 en moyenne. Mais malheureusement, depuis plus de 60 ans, le Niger reste un pays très sous-peuplé. Pourquoi la population ne croit pas? C'est une autre paire de manches. C'est une question qu'il faudra poser généralement dans le cadre des colonies françaises en général. Que font les Français pour que la population dans les pays francophones comme le Gabon ne croit pas à un rythme comme celui du Nigeria ou de l'Ouganda ou du Kenya? On va revenir sur une analyse pareille pour voir la géostratégie démographique de la France en Afrique. Mais nous avons également dit que le Niger était un cas exceptionnel dans la région parce que on veut la maintenir dans la pauvreté et détenir une ressource stratégique. Une ressource stratégique qui est l'uranium. Et il y a une compagnie française qui est installée. Et la France, elle est parmi les premiers pays les plus exportateurs ou les premiers pays les plus commercialisateurs d'uranium. Oui, la France vend l'uranium partout grâce à cette société qui est installée au Niger, Areva. Et vous savez, pour une société pareille, ce ne sont pas les services de sécurité ni la police qui gardent, mais c'est toute une armée. Donc vous allez voir des ingénieurs là-bas, mais qui sont également des militaires. Et vous savez, au temps de Saddam Hussein, on accusait l'Irak d'avoir, on a même fait des coups d'État accusant le président d'avoir vendu l'uranium à l'Irak. Donc, vous comprenez, avec la présence d'une matière stratégique, matière première stratégique comme l'uranium dans ce pays, la situation ne sera pas pareille comme au Burkina et au Mali.
Et vous avez vu la CEDEAO réagir un peu avec plus d'énergie en voyant des émissaires et des présidents intervenus coup sur coup. Le président de la CEDEAO est intervenu coup sur coup, notamment les deux voisins du Sud, le Nigeria et le Bénin, qui voudraient intervenir coup sur coup. Et il y a une réunion de la CEDEAO, parce que là, Alassane Ouattara, qui est toujours le président, le sous-président de la CEDEAO, même s'il y a d'autres présidents, revenir rapidement et de partir au sommet à Abuja pour le cas du sommet extraordinaire de la CEDEAO, pour le cas du Niger. Et là, il y a des langues qui disent déjà qu'on pourrait envisager la force contre le Niger. Parce qu'on a vu ailleurs au Mali, au Burkina, on a utilisé des sanctions, mais qui n'ont pas eu d'effet, qui ont plutôt eu l'effet contraire. Et même dans le cadre de ces sanctions, les autres pays se mobilisent. Le Burkina dit déjà apporter son aide aux militaires qui sont en place au cas où il y aurait des sanctions. De quelle forme d'aide s'agit-il? Attendons voir. Or, les deux présidents maintenant se sont rencontrés ces jours-ci. Ça devait être hier ou aujourd'hui, suivant où vous vous trouvez. Et de quoi est-ce qu'ils vont parler? C'est sûr qu'ils vont parler du sommet où ils sont allés tous ensemble. Et nous leur disons bravo. Parce qu'après un déplacement pareil où ils ont intervenu de façon magistrale, il faut qu'à rentrer et faire le point de bilan. Qu'est-ce qu'ils ont récolté en retour? Bon, il y a des millions par-ci, par-là qui sont tombés, il y a des cadeaux qui sont tombés par-ci, par-là, des cadeaux consistants, des cadeaux en vrai, qui sont dignes d'un cadeau pour les chefs d'État, sont tombés. Nous allons revenir là-dessus. Et quand on parle de l'aide, c'est l'aide russe est une aide au sens propre du terme. Ce n'est pas une aide conditionnée, comme on le fait souvent, mais une aide également remboursable avec des intérêts sur des décennies. Ce n'est pas ça, parce que l'aide occidentale, ne comprenez pas ça comme l'aide, mais ce sont des prêts, mais ils n'utilisent pas le mot aide. Mais dans la définition, ce sont des prêts. Mais la Russie accorde ici des aides. Donc quand ils vous disent qu'ils vont vous envoyer du blé, ils envoient à ceux qui en ont besoin et dans la quantité où ce n'est pas un don, ce n'est pas un intérêt, c'est vraiment un don. Donc, pour le cas du Mali, nous disons bravo à Assimi Goïta, qui non seulement a fait voter la Constitution à plus de 90%, nous le disons bravo parce que le peuple est en accord, en harmonie avec la Constitution qui a été décidée. Et puis la Constitution, on ne sont pas allés dans les détails de la Constitution, mais prévoyait déjà qu'il fallait se prendre une distance par rapport à la langue française. Nous disons bravo parce que nous sommes peut-être allés plus loin quand nous avons dit qu'il était temps que le français enlève la langue française comme sa langue officielle et instaure une autre langue pour donner la ligne directrice. Instaure le Bambara. Le président s'exprime plus généralement Bambara et fait des discours dans ce sens. Pourquoi ne pas instaurer directement le Bambara comme la langue officielle du Mali et qu'on oblige l'ambassade de France à commencer à parler Bambara et interlocuter? C'est par là que ça doit commencer. Oui, c'est par là que ça doit commencer. Mais déjà, nous le félicitons puisque le français n'est plus qu'une langue de travail dans les services au Mali aujourd'hui. Mais pourquoi dire que ça va prendre du temps? Si on voit le cas du Rwanda, ça n'a pas pris aussi un long temps. Si le président continue à s'exprimer en Bambara, la population va suivre et on va mettre de côté les Français. Le français va rester dans les relations, pour ceux qui sont encore de l'ancienne école, dans les relations avec l'international. Parce que quand vous rencontrez des Rwandais qui sont âgés de plus de 50 ans, ils parlent encore couramment français. Quand vous rencontrez des Vietnamiens qui ont plus de 60 ans, 70 ans, ils parlent encore le français. Ou quand vous rencontrez des Laotiens ou des Cambodgiens, ils parlent le français. Mais la nouvelle génération, quand vous dit, oh, I'm sorry, I don't speak French. Effectivement, c'est normal parce qu'ils ont basculé, ainsi que des Syriens. Ça sont des anciennes colonies françaises, mais dont la population a décidé de prendre donc, le virage. Donc nous disons bravo au Mali qui a aussi également décidé de prendre le virage. Donc nous également, on va se mettre au Bambara, à une autre langue attendant qu'ils décident. Comme la République centrafricaine, ils auraient dû peut-être également instaurer le russe. Pour dire qu'une langue internationale, la russification du Mali est également importante. Oui, parce qu'il y a des pays qui ont engrangé peut-être des formations comme près de 60 000 bourses qui seront attribuées à des Éthiopiens. Nous y reviendrons dessus. Je vous donne les bruits pour que vous essayiez de comprendre ce que le sommet de la France et de la Russie a apporté aux pays africains. Donc nous disons bravo au Burkina pour le discours de son capitaine qui a posé une question de fond et qui explique que l'année prochaine ils reviendront mais sous une autre forme et poser d'autres problèmes
qui ne reviendront plus toujours en train de se pleurnicher. Mais également, le sommet également n'a pas donné lieu à des choses qui sont célébrées parce que nous avons honte en voyant l'intervention du président du Sénégal, Macky Sall, qui trouve que c'est l'occasion de recadrer son président. Et on parle de recadrer, mais c'est une honte d'arriver dans un sommet pareil et de parler à son homologue comme il le prend comme un jeune. Quand j'ai vu qu'il le prenait comme son jeune frère, mais ça appelle tout son camarade, le président, oui. Mais la Russie n'était pas le lieu. Et Poutine et la communication en Russie a bien dit à Macky Sall, ce n'était pas le lieu de se tirer dessus. Vous comprenez donc que Macky Sall n'est pas venu en Russie au nom du Sénégal, il est venu au nom de la France. C'est pour ça que la France ne se gêne pas de ce côté. Donc, nous disons bravo au Burkina et surtout bravo au Mali pour tout ce que nous avons cité, le renvoi à la langue française, l'adoption de la Constitution, le soutien et même son déplacement à l'international. Donc, nous disons bravo pour tout cela et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez ce genre de vidéos. Merci et pour le tour de l'actualité que nous avons fait et à bientôt.